Ok, bienvenue. Donc, dernière capsule sur l'analyse en composante principale, l'ACP, donc dans ce cours d'analyse des données. Donc, je vais directement passer sur mes capsules vidéo, mes transparents. Donc, l'idée, c'était quoi? C'était de parler de deux choses. La première, c'est appliquer de l'ACP sur des problèmes d'image. Et l'autre, c'est de, 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 de parler un peu d'extension possible de l'ACP, en particulier dans les cas non linéaires. Donc, première chose, parler un petit peu d'image. Donc, je vais juste revenir déjà sur ce que c'est qu'une image. Donc, une image, alors, en l'occurrence, je fais une image en noir et blanc. Ok, donc une image en noir et blanc, c'est quoi? C'est quelque chose qui tient a priori dans un rectangle. Ok, donc qui a une certaine hauteur et une certaine longueur. Ok, donc il y a ces deux aspects dans une image et dedans se trouvent des pixels. D'accord, donc la granularité de votre image est caractérisée par des pixels. Ce qu'on observe sur l'image qui est à droite, hein, où on a en gros un chiffre. Donc j'utilise une base de données un peu particulière qui sont des données en noir et blanc. Donc noir et blanc veut dire quoi? Veut dire qu'on a une intensité de gris. Euh, et l'autre chose, c'est que toutes les images font la même taille. Donc c'est tiré d'une base qui est assez classique, c'est la base MNIST qui apparaît dans la librairie Keras. Donc sous R, on a la librairie Keras, hein, c'est une librairie de machine learning. Et donc on a cette base de données MNIST dans lesquelles on a plein d'images comme celles qui sont en haut à droite, c'est-à-dire une image de chiffres manuscrits, okay, qui sont assez particulières. C'est que ce sont des images avec 28-28, donc avec 28 pixels en ligne et 28 pixels en colonne. Okay, donc, juste pour faire un zoom, donc ici je suis sur, alors je ne sais plus exactement où je suis, mais je dois être quelque part peut-être par là. Okay, donc si jamais je zoome, donc ici je me place en gros entre le 13e et le 19e pixel, quelque chose comme ça, en abscisse et en ordonnée, on voit apparaître nos pixels, okay, qui sont des niveaux de gris, pour faire simple. Okay, donc, qui dit niveau de gris, donc on le voit parfaitement ici, hein, qui dit niveau de gris dit une valeur peut-être à 0,56. Okay, ici, je serai à 0,0, et ici, je serai plutôt vers 0,98. Okay, donc, on a des images qui sont relativement simples, et la question, c'est est-ce que je peux obtenir des composantes principales. Donc, la capsule d'avant se terminait sur la CP utilisée sur des données fonctionnelles. Donc, on pouvait récupérer des évolutions de courbes en disant bah, j'ai une composante principale qui va être une courbe générale sur ma température, en l'occurrence. Donc, la composante principale sera la valeur moyenne de votre température, quelque part. Je reviendrai un peu aussi sur les interprétations de moyenne, ce genre de choses après, mais on voit une espèce de tendance générale et dessus vient se rajouter un deuxième effet, ce genre de choses. Okay. Donc ici, typiquement, j'ai envie de dire, si jamais j'ai une image avec des zéros, je me doute que la composante principale, ça devrait être une courbe qui ressemble à ça. D'accord. Donc dans mon image, elle devrait être comme ça. J'aurai des zéros peut-être un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu centré, un peu des. Enfin, alors les images sont aussi toutes centrées. Hein. C'est des images qui sont vraiment très propres. Donc on va essayer de faire de la CP là-dessus. Et en particulier, on va essayer de le faire pour essayer de distinguer deux types d'objets qui sont des zéros et des 1. D'accord. Donc je vais prendre un sous-échantillon de ma base qui est caractérisé par des 1 et des 0. Okay, donc dans ma base, je prends uniquement les individus, donc je m'intéresse aux individus qui sont des 0 et des 1, et je prends les 1500 premières valeurs de 0 et des 1. Okay, donc pour chaque base, je m'intéresse vraiment à l'image. Okay, donc ma base de données pour chacune des images sera juste constituée de l'image, mais je garde de côté la valeur de l'image juste pour voir éventuellement comme valeur supplémentaire comment se projettent mes 1 et mes 0 quand je vais me regarder les deux premières composantes. Okay, alors techniquement, en petite précision, c'est quoi ma base de données? Ma base de données, ça va être une assez grosse matrice, puisqu'encore une fois, j'ai 2500 observations. Donc une ligne va constituer une observation. Une observation, ça veut dire quoi? Ça veut dire une image. Okay, donc mon 0 qui se trouve là, en haut à droite, je vais le voir comme étant une image, c'est-à-dire un individu. Ce sera celui qui se trouve ici. Donc, qu'est-ce que je vais mettre comme variable? Ben, c'est très simple. J'ai 28 fois 28 pixels. Donc, chaque variable va correspondre à un pixel. Donc, par exemple, le pixel qui va se trouver ici va me donner la valeur qui se trouve très exactement là. D'accord? Donc, chaque image, je vais prendre sa composante dans chacun des pixels.
et je vais tout simplement stocker ça. Et ce qu'on va se demander, est-ce que par exemple les 0 ou les 1, est-ce qu'ils sont plus, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose au centre? Donc le centre va se trouver peut-être ici. Donc la variable ici va correspondre précisément au pixel qui est au milieu. Et ce que je vais juste me dire, c'est est-ce que la variable qui est ici est informative pour savoir, pour classer mes images, quoi. D'accord? Donc je vais essayer juste encore une fois, sans aucun a priori sur le symbole que ça représente. Encore une fois, j'ai que des 1 ou des 0, donc j'ai deux types d'images. J'ai des choses comme ça, ou j'ai des choses comme ça. D'accord? Donc j'ai vraiment des images de 0 et de 1, et est-ce que je peux les observer? Ok? Donc je me crée cette base de données, donc MV, c'est cette matrice de mes images, okay, qui est une base de données 2500 lignes, 28 x 28 colonnes. Okay. Donc je vais pouvoir faire une ACP là-dessus. D'accord? Donc MV c'est ma matrice, donc j'ai le droit de l'utiliser pour faire une ACP. Okay. Donc je vais prendre cette base-là et je fais tout simplement piller de cet objet-là. Alors, j'ai juste un tout petit souci technique qui est que j'aimerais bien centrer et réduire mes variables. Donc je vous l'ai dit, je centre et je réduis mes variables. Le seul souci, c'est que centrer et réduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends ma colonne qui se trouvait là, c'est-à-dire en gros un des pixels de mon image, donc peut-être le pixel qui se trouve là, donc je vais avoir ici ma variable J. Okay. Donc ce que je vais prendre, c'est toutes les valeurs qui se trouvent là. Okay. Je vais dire que je vais prendre les VIJ moins la valeur centrale VJ, donc la valeur moyenne, et que je divise par l'écart type, donc la standard deviation de ma variable VJ. Et on peut avoir un petit souci, tout simplement parce que c'est possible que certaines valeurs en fait soient nulles. C'est que techniquement, je peux être méchant, mais le point qui est ici, il n'y a jamais rien dedans. Donc j'ai que du blanc, donc j'ai que des zéros, donc j'ai 2500 zéros. Et ça me pose un souci, c'est que techniquement, l'écart type vaut 0. Donc je suis d'accord que quand ma moyenne vaut 0 et que les valeurs ici valent 0, j'ai du 0 divisé par 0, et ça pose un problème, c'est que c'est un objet qui n'est pas défini. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'en fait, je vais les supprimer. Donc en fait, je calcule les variances pour chacune de mes variables. Donc pour chacun des pixels, je vais récupérer la variance de cet objet-là, et je récupère uniquement les pixels pour lesquels j'ai de la variance dans mon image. Donc, entre 2000 et 2500 images. Okay, donc, j'ai juste cette petite condition technique que j'ai besoin de satisfaire, mais encore une fois, elle n'est pas trop contraignante. Okay, donc, je fais attention à supprimer les... Alors, encore une fois, je dis que c'est pas important parce que techniquement, c'est juste un petit problème numérique. Mais encore une fois, les petits problèmes de ce type-là, c'est les plus importants quand on fait de l'analyse des données. C'est que il faut bien penser à les enlever au début, mais il faut bien penser à les remettre quand on voudra constituer des images par la suite. Okay, donc, je peux faire mon ACP sur cette matrice-là, et en particulier, par défaut, elle sera centrée réduite. Et j'ai le droit de centrer et réduire. Okay, donc, je récupère comme ça mes coordonnées de mes variables. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir expliquer mes images. D'accord, donc j'aimerais bien récupérer la première principale et voir à quoi ressemble ma combinaison linéaire de tous mes pixels. Quel serait le pixel moyen associé à mon image. Okay, donc c'est ce que je fais ici. Donc je crée mon vecteur V1 qui va être associé à un... Donc dans lequel je vais mettre, pardon, je ne sais pas pourquoi je l'ai rayé, mais les coordonnées de la composante principale sur le premier axe. Donc je cherche mon axe principal qui va s'interpréter comme étant une image. Okay, pourquoi? Parce que chacune des variables étant un pixel, okay, quand je vais avoir ma combinaison linéaire de toutes mes variables, je vais récupérer une image. Okay, donc je récupère cet objet-là, donc je vais pouvoir me créer comme ça une image. Okay, alors la seule chose, c'est que je le récupère où? Je mets les valeurs pour lesquelles j'avais pas de zéro en fait. D'accord. Donc je vais garder ma matrice comme ayant que des zéros. Donc mon V1 va être indexé qu'avec des zéros. Et les endroits où j'ai pas de zéros, je vais prendre les valeurs de ma composante principale construite sur les données, le sous-échantillon de variables intéressantes. Okay, et là, je me contente de regarder à quoi ressemble cette image. Alors, j'ai centré et j'ai réduit. Mon image de départ, elle était en noir et blanc. C'était du 0,1. Donc, toutes mes variables sont des notions entre 0 et 1. J'ai normalisé. Okay, donc, j'ai centré et réduit. Donc, ça veut dire que mes images, tout d'un coup, sont devenues des choses avec des valeurs peut-être entre moins 3 et 3, quelque chose comme ça. Là, tout d'un coup, je vais récupérer cette composante principale. Il n'y a aucune raison pour que je sois entre 0 et 1. Okay, donc là, je récupère quelque chose qui va être continu. Okay, et qui, en fait, techniquement, est cette image. Donc, la première image que je récupère, c'est celle-là. Okay, qui contient, on voit des endroits positifs et des endroits négatifs. Alors, c'est ce que j'ai fait sur le dessin qui est juste en dessous. Okay, donc, le dessin qui est juste en dessous, je distingue entre ce qui s'apparente comme étant des valeurs positives
et ici des valeurs négatives. Okay. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'en fait, on voit que les composantes principales font ressortir quelque chose, c'est que manifestement, il s'est rendu compte qu'il y avait ma population s'est tirée dans deux directions. Alors, je suis désolé de vous faire une image en dimension 3, mais je suis en dimension 28 par 28. Okay. Mais manifestement, j'avais de l'hétérogénéité. J'ai de l'hétérogénéité parce que dedans, j'ai plutôt des données qui sont comme des 1, donc c'est-à-dire plutôt vers le centre. Donc j'ai des données qui sont plutôt par là, et au contraire, j'ai un autre type de données, qui sont les données qui sont en fait les zéros, qui sont au contraire plutôt autour. D'accord? Donc c'est ce qu'on observe, enfin, c'est ce qu'on sait parce qu'on sait lire nous des images, mais c'est en fait ce qu'on observe ici visuellement. Okay, on voit une partie centrale et on voit une partie qui est juste autour. Et effectivement, quand je regarde, ici je vous ai pris ces 6 premières images de ma base et je les superpose sur ma composante principale, on voit effectivement ici que les valeurs où j'ai des zéros, bah, je suis plutôt dans cette région rouge. Okay, alors qu'au contraire, quand j'ai des 1, on voit qu'on est au contraire dans la région bleue. D'accord? Donc, quelque part, ces deux composantes, elles ont une interprétation et elles devraient sûrement d'ailleurs nous permettre de faire un classifieur très simple. C'est juste de dire, si jamais vous êtes donné une image, pour savoir si jamais c'est un 0 ou un 1, c'est très facile. Vous regardez des pixels qui sont soit dans cette région-là, soit dans cette région-là. Si jamais il y a quelque chose, vous avez plutôt des chances d'être sur un 0. Au contraire, si jamais vous avez du noir dans cette région centrale, c'est que c'est plutôt un 1. Et ce qu'on observe, c'est que les deux premières composantes, en fait, m'expliquent pas mal de choses. Alors, on voit qu'on a pas mal de dispersion ici, donc désolé, on a pas mal de dispersion ici sur les points rouges quand je les regarde sur les deux premières composantes, mais c'est essentiellement mes zéros, ça. Donc les zéros, bah, ils sont d'un peu toutes les formes, je pense. Okay, ils peuvent être plus ou moins gros, plus ou moins étalés, plus ou moins inclinés. Okay. Les 1, j'ai presque envie de dire qu'ils sont plus homogènes, mais encore une fois, c'est sûrement parce qu'un 1, c'est juste un trait, donc il y a moins de richesse possible dans les écritures, mais ce qu'on voit, c'est que les points sont très clairement séparés. Donc on voit qu'on serait capable en fait, de créer un classifieur. Techniquement, j'ai des données en dimension 28, okay, donc je suis dans un espace assez gros, okay, je vais me donner genre 750 et quelques dimensions, donc j'ai 750 variables. Ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de se ramener juste en dimension 2, voire même, je pense, juste en dimension 1. Okay. On voit qu'en dimension 1, je suis quand même capable de séparer mon espace en disant, bah, si jamais je me projette plutôt à droite, c'est-à-dire si jamais je m'étais trompé dans mes signes, mais si jamais je suis plutôt au centre, je vais lui attribuer, je vais le classer dans la catégorie des 1 et dans l'autre dans la catégorie des 0. Okay. Donc là, encore une fois, je ne suis pas dans une analyse prédictive ou quoi que ce soit. Je ne suis pas en train de construire un modèle pour prédire des 0 et des 1. Ce que je dis juste, c'est que l'hétérogénéité fondamentale que j'ai dans mes données, parce que j'ai deux types de chiffres, je pense, je peux la capturer avec mon ACP. Mon ACP me capture très fortement les séparations de mes deux espaces, de mes deux nuages de points, quelque part. Donc, dans mon espace en dimension 28, j'ai vraiment deux nuages qui sont séparés, les groupes des 0 et les groupes de 1, qui ont vraiment des formes très différentes. Et ce qu'on voit, c'est qu'en projetant, on récupère parfaitement cette interprétation. Okay, donc ça, c'est ce que j'observe sur ma base de 0 et de 1. On peut continuer un peu. Ici, je l'ai fait avec des 0 et des 8. Okay, donc si jamais je fais ça sur des 0 et des 8, bah, ce qu'on observe, c'est que donc, on retrouve en haut à droite l'image qui correspond à la composante principale. Okay, donc là, je me contenterai de regarder quand je vous fais le dessin, je regarde juste la projection sur la première composante. Okay, on a quelque chose qui peut encore faire du sens, qui consiste à dire que si jamais j'ai des points plutôt par ici, je vais plutôt je vais plutôt être dans les catégories des 0, alors qu'au contraire, si jamais je me retrouve plutôt au centre, je serai plutôt sur les 8. D'accord, donc on retrouve ici les positifs, les négatifs. Donc on voit un peu où sont les régions dans lesquelles effectivement j'ai mes 0 et mes 8. Et ce qu'on retrouve sur le schéma le schéma en bas à gauche, où mes 8 effectivement me donnent de la noirceur au centre, contrairement au 0 qui va mettre de la noirceur sur le. Et c'est vraiment sur cette composante-là, désolé, on voit pas grand-chose avec mes couleurs là, mais c'est vraiment sur cet aspect regarder le nuage au milieu qu'on voit les choses. C'est-à-dire ici, encore une fois, le 8 et le 0, ils commencent de la même manière en haut et en bas. Okay, c'est juste que dans un cas, je décide de les croiser, et dans l'autre cas, je décide de les poursuivre. Okay, donc en fait, c'est vraiment ici qu'il faut bien regarder où il y a des points, et c'est vraiment ce que nous ressort le graphique de droite, même si on ne voit pas grand-chose, parce que j'ai écrit partout. Mais ce que ça nous dit, c'est vraiment de regarder dans cette partie centrale, on le voit même peut-être encore mieux ici, qui consiste à dire, regardons cette partie-là, c'est cette partie-là qui va m'aider à distinguer mes deux nuages, et on le retrouve sur le graphique du bas, où cette fois-ci, je regarde tous mes individus projetés sur les deux premières composantes. Okay, on voit que la première composante m'explique déjà pas mal de choses. On voit qu'on est capable de bien classer. Alors,
il y a quand même des zones pour lesquelles on ne sait pas trop. Okay, ça, c'est un peu logique aussi d'un autre côté. Il peut y avoir un 8 qui est un peu trop tourné, ou je ne sais pas. Mais voilà, on a quand même un classifieur qui n'est pas trop mauvais. Alors, je vous en ai fait un qui est un petit peu étrange. C'est 2 et 5. 2 et 5, c'est deux chiffres, a priori, qui s'opposent quand même pas mal. D'accord. Donc, ce qu'on observe, c'est essentiellement les graphiques qui sont là. Donc, on retrouve un peu l'idée de... donc, je vais juste vous refaire manuellement un 5 et un 2. Un 5, on est plutôt comme ça, et un 2, on est plutôt comme ça, quoi. D'accord. Donc, on voit que les deux sont intervertis. Donc, c'est ce qu'on observe un peu ici. Okay, donc, j'ai une région là qui est un peu le contraire de celle-là. D'accord. Donc, il se passe qu'au centre, manifestement, je peux permuter. Mais on voit que les deux, ils partent vraiment dans toutes les directions. Entre ces deux chiffres-là, on n'est pas vraiment... C'est assez difficile de trancher, en fait. D'accord. Donc, ce qu'on nous dit essentiellement, c'est si jamais vous êtes présent dans cette région-là, c'est plutôt qu'on est sur un 5. Au contraire, si vous êtes dans la région-là, vous êtes plutôt sur un 2. D'accord. Donc, c'est ce qu'on observe. Ici, j'ai du 5. Ici, j'ai du 2. D'accord. Donc, on voit que ça pourrait un peu marcher. Le problème, c'est que quand je regarde mes projections d'individus, on voit que le nuage a quand même beaucoup de mal à distinguer. D'accord. Donc, ça pourrait paraître assez simple de distinguer, mais on voit que ça ne suffit pas. Il faudrait peut-être aller chercher une autre composante. Manifestement, il y a quelque chose qu'on rate ici. OK. Donc, juste pour conclure sur mon ACP, on a une méthode qui est intéressante qui consiste à dire qu'on cherche à trouver la bonne projection. Alors, je vais juste revenir à mon exemple introductif qui était mon exemple de petit lapin, qui était en dimension 3, et je vous avais dit, on essaie de trouver la bonne projection, c'est-à-dire qu'on est capable de bien voir le nuage. Voilà ce que me donne très exactement mon ACP. Mon ACP associé à mon nuage de points bleus, les deux premiers axes me donnent ces points rouges, et je pense que ça a du sens. Ce que j'appelle avoir du sens, c'est si jamais je vois deux points qui sont proches dans mon espace projeté, j'ai très envie de croire qu'ils sont proches dans l'espace de départ. Okay. Un nuage qui me mettrait toutes les oreilles ensemble et au milieu du corps, ça ne m'intéresserait pas parce que je ne pourrais pas dire qu'ils sont proches alors qu'en fait ils ne le sont pas. D'accord. Donc je vous renvoie à toute la discussion que j'avais eue sur l'introduction. Mais on voit que la projection, elle n'est pas si mauvaise parce qu'effectivement, j'ai un nuage qui est relativement étalé. Okay. Alors, petite discussion sur... j'ai parlé un tout petit peu de régression de modèles prédictifs. Est-ce qu'il y a une différence entre la CP et la régression? Donc la régression, je vous rappelle, c'est quoi? C'est qu'on a... Alors, les modèles prédictifs, c'est qu'on a toujours une variable qui nous intéresse plus que l'autre. Okay. La régression, j'ai toujours une variable Y et des variables explicatives. Alors, je vais vous le faire dans le cas simple où j'ai une variable Y qui m'intéresse, qui est sur l'axe Y, et une variable X. Okay. Faire une régression, c'est quoi? C'est dire, je veux le meilleur modèle pour prédire mon Y. Donc, techniquement, les moindres carrés, ça revient à dire qu'on cherche à minimiser une distance entre Y et sa prévision. Donc, on va regarder les distances verticales. Donc, ce graphique, c'est le graphique classique du cours de régression linéaire, de modèle linéaire, où on se contente à regarder des erreurs. Donc, mes epsilon sont fondamentalement des grandeurs qui sont observées verticalement. Okay, ce qu'on s'amuse à faire ici, c'est pas la même chose. C'est que je vois mon couple comme étant un couple XY, je n'ai pas plus d'intérêt pour Y que pour X. Okay. Si jamais je faisais ma régression de X sur Y, je prendrais la direction dans l'autre sens. Hein, mais là, je fais dans un cadre où je n'ai pas spécialement de variable d'intérêt. Okay. En fait, quand on fait une ACP, c'est quoi? C'est qu'on essaie de trouver la droite de régression, la droite sur laquelle on récupère la meilleure projection. Donc en fait, si vous comparez ce que nous donne une ACP, quand je recherche la direction principale, c'est qu'en fait, je vais chercher des projections de mes points sur cette droite-là. Donc on voit que cette fois-ci, les distances, elles ne sont pas calculées verticalement, mais elles sont calculées perpendiculairement à ma droite, puisque encore une fois, une projection orthogonale, c'est chercher à minimiser la distance entre l'espace sur lequel je projette et mon point. Okay. Donc voilà la grande différence fondamentale entre l'ACP et la régression, c'est de la manière dont c'est de la géométrie, c'est la manière dont je vais calculer mes erreurs, entre guillemets. Okay. C'est que résumer l'espace qui était en dimension 2 à un espace en dimension 1, je vais commettre des erreurs, c'est la perte d'inertie. Donc les notions d'inertie, on voit apparaître quelque chose qui pourrait être l'équivalent d'un R2, okay, qui serait la réduction de la variance. Donc je renvoie la décomposition de la variance dans la régression et celle qu'on faisait sur l'inertie, hein, c'est vraiment la même chose. Il faut juste comprendre que je peux m'inspirer en fait de ce qu'on fait en ACP dans un problème de régression. C'est que quand je fais une ACP, qu'est-ce que je faisais? On disait qu'on cherchait une combinaison linéaire des variables dont je dispose, donc de mes X, okay, de manière à, alors je cherche des poids qui soient de norme 1, de manière à maximiser la variance de cette combinaison linéaire de mes X. Okay. Donc ce qui se ramenait à ce problème tout simplement de minimiser un produit scalaire entre oméga transposé X et lui-même. Okay.
Donc, je cherche à minimiser une variance. En fait, on pourrait se dire, ben, ici, je n'ai pas d'a priori. Quand je fais mon ACP, encore une fois, je n'ai pas de variable d'intérêt. Je me contente de chercher une projection de mon espace de départ, enfin de mes données de départ. On pourrait tenter de se dire, mais pourquoi pas chercher à résoudre ce problème-là qui consiste à aller chercher la covariance, enfin à maximiser la covariance qui peut exister entre Y et une combinaison linéaire de mes variables explicatives. Okay, donc ça peut avoir pas mal de sens. Et en fait, cet objet-là, ben, c'est ce qu'on appelle la notion de PLS, partial least square, qui est une méthode assez naturelle pour faire de la régression. Donc, cette méthode-là, elle a du sens. Alors, il y a une autre approche qui pourrait être utilisée, c'est de se dire, au lieu de faire ma régression sur mes X, je vais juste faire une ACP, je vais récupérer peut-être la composante principale 1 et 2, et je vais expliquer ma variable Y par mes composantes principales 1 et 2. En fait, le problème de cette méthode-là, c'est qu'il n'y a aucune raison pour que cette composante principale 1 et cette composante principale 2 soient fortement corrélées avec Y. Okay, c'est celle qui représente le mieux votre nuage, mais ça se trouve, ce n'est pas celle du tout qui m'intéresse pour modéliser Y. L'idée de PLS, c'est vraiment de dire, bah, si je cherche mon axe principal, je vais chercher l'axe principal qui soit le plus corrélé possible avec Y. Okay, donc c'est ça qu'on essaye de faire quand on veut s'inspirer des méthodes d'ACP dans un contexte de régression. En fait, on arrive sur cette histoire de PLS qui consiste juste à dire, on a envie de faire quelque chose qui ressemble à une ACP, sauf que je tiens compte d'un petit truc, c'est que c'est Y ma variable qui m'intéresse le plus, et c'est elle que je veux modéliser. Donc je m'en fiche de savoir que ma composante principale, elle est quelque part bien corrélée avec tous mes X. Je veux surtout être bien corrélé avec mon Y. Okay, donc c'est ça qui se cache derrière. Et petit point de conclusion, il existe, alors, éventuellement, si jamais ça vous paraît trop compliqué, vous revenez là-dessus une fois que j'aurai présenté les réseaux de neurones. L'idée des réseaux de neurones, c'est quoi? C'est de chercher des transformations. Donc on va avoir des variables, donc ce qu'on appellera des nœuds, dont on va chercher des combinaisons linéaires, et le but à la fin, c'est d'arriver sur un Y. Donc, mon réseau de neurones, c'est une espèce de boîte noire dans laquelle il se passe pas mal de choses, des opérations de transformation de modèles linéaires, ce genre de choses, mais en output, j'ai toujours ma variable d'intérêt. D'accord. Donc un réseau de neurones standard, c'est vous avez des neurones qui sont vos X1 et vos XK, vous les rentrez dans votre boîte qui correspond à votre réseau de neurones, et en sortie va vous donner Y. Okay, et on va chercher des problèmes de minimisation de distance entre Y et ce que prédit mon modèle. L'idée de ce qu'on appelle auto-encodeur, donc les notions d'auto-encodeur consistent à dire qu'en fait, je n'ai pas forcément besoin d'arriver dans un espace particulier de Y, je peux très bien revenir sur mes X. Okay, donc j'ai envie de créer une transformation qui consiste à dire, en fait, je vais partir de mes données qui sont mes nœuds classiques, enfin mes nœuds X1 XK, qui sont mes variables, je les rentre dans mon modèle, donc notre réseau de neurones, et je vais récupérer en sortie des choses qui seront du même ordre que mes variables X. D'accord. Donc en tout cas, je veux le même espace d'arrivée en output qu'en input. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle un problème d'auto-encodeur. L'idée des auto-encodeurs, c'est quoi? C'est que je veux trouver. Donc on va avoir des transformations. Okay, c'est que, en gros, mes réseaux de neurones se contentent de faire une espèce de fonctionnel. Okay, donc je vous ai dit, les réseaux de neurones tels qu'on les verra, ce ne sera jamais que éventuellement des sigmoïdes de fonctions linéaires et ce genre de choses. Je vais me mettre dans un cadre très général. Okay, mon réseau de neurones, c'est quoi? Ça va être une espèce de fonction multivariée, okay, donc qui va partir de cet espace d'arrivée, cet espace de départ. Donc phi va aller de xi dans un espace qui est plus petit, z. Donc on a quand même une notion de réduction de dimension. Okay, et une fois que j'ai fait cette transformation, ben, je vais revenir dans l'espace de départ. Donc psi va être au contraire une fonction qui va de z dans x. Okay, donc je prends mes données de départ, je les réduis, on va parler en informaticien, je zip, okay, vous compressez, ensuite vous décompressez, et ce que vous espérez, c'est que la distance entre vos données de départ et vos données d'arrivée soit la plus faible possible. Okay, donc c'est une idée qui est finalement assez intuitive de se dire, ben, je vais essayer de transformer mes images, de les compresser. C'est vraiment le principe de compression. Okay, je vais passer sur un espace plus petit, puis quand je reviens, j'aimerais bien avoir une image qui soit la plus proche possible de ce que j'avais au départ. Alors, donc ça, c'est ce qu'on fait dans un cadre multivarié. Alors, pardon, dans un cadre de réseau de neurones, c'est un cadre avec des transformés non linéaires. Donc techniquement, ça revient à minimiser ce genre de problème. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que si jamais je prends des transformations qui sont très particulières, c'est-à-dire que je vais faire des fonctions qui sont des matrices, okay, donc supposons que mes fonctions phi soient des fonctions linéaires, dans ces cas-là, je peux les exprimer sous la forme de matrice. Donc cette fois-ci, ma matrice P, elle sera de dimension quoi? Ben, ici, j'aurai la dimension de mon espace d'arrivée, okay, donc la dimension de mon Z, et ici, j'aurai la dimension de mon espace de départ. Comme ça, quand je fais P fois X, ben, effectivement, je récupère une variable Z. Okay, donc,
On va se restreindre au cas linéaire. Dans ces cas-là, si jamais je m'intéresse uniquement au cas linéaire, j'essaie de résoudre ce problème-là. Donc j'essaie de trouver une matrice P, et éventuellement je vais repasser avec la transforme inverse sur inverse, c'est ce qui est le plus naturel. On va essayer de résoudre ce problème-là. Okay, donc, les problèmes des auto-encodeurs linéaires, c'est de trouver soit les fonctions phi et psi qui minimisent la distance entre x et x', soit tout simplement une matrice P telle que quand j'applique ma matrice P et que je reviens, ma distance est la plus faible possible. En fait, c'est exactement ce qui est fait dans le cas de l'ACP. Donc, je vais aller un peu vite sur ce slide, je vous laisse le lire tranquillement. Il y avait eu des questions qui avaient été posées sur la définition de la trace un produit scalaire sur des espaces matriciels, c'est exactement ce dont on a besoin ici. Okay. Comment s'écrit ma fonction que j'essaie de minimiser? C'est tout simplement cette écriture-là. D'accord. Et en fait, en bricolant, on peut s'apercevoir que c'est la trace de cette matrice-là. Okay, donc, on voit apparaître la matrice de variance classique, on voit apparaître des choses qu'on connaît. Et en fait, c'est une. Donc, ce truc-là, c'est une norme, et c'est ce qui s'appelle la norme de Frobenius, qu'on va essayer de minimiser. J'en arrive directement au résultat qui m'intéresse. Okay, c'est que ce qu'on essaye de faire, c'est résoudre le problème très simple suivant. C'est de dire que j'avais une matrice X, je veux une matrice d'arrivée très simple, telle que donc mon Y soit obtenu comme un P de X, et ce que je veux, c'est que le rang associé à ma transformation soit plus petit. Okay, donc c'est le problème tout bête de dire, j'avais une base de données au départ qui était en dimension K, j'avais K variables explicatives, pardon, je suis plus grand, donc j'avais M variables explicatives. Est-ce que je pourrais avoir une base plus petite de manière à perdre le moins possible d'informations? Okay, donc supposons que je veuille un rang qui soit K. Alors, je prends l'exemple du décathlon, j'avais 10 sports, donc ma matrice X, elle est de rang 10, encore une fois, mes 10 sports ne sont pas équivalents. Ce que je me demande, c'est est-ce que je peux trouver une matrice qui ne soit pas trop éloignée, mais qui soit de dimension 2? Okay, en fait, si jamais on fait ça, c'est rigoureusement équivalent à faire une ACP. Okay, donc ce truc-là, c'est équivalent à résoudre tous ces problèmes. Donc je vous ai réécrit tous ces problèmes d'optimisation. Mais ce qu'on peut montrer, c'est qu'effectivement, quand je vais faire une ACP, en fait, je construis la matrice qui va être la plus proche de cette matrice de départ. Okay, donc c'est exactement ce que je raconte un petit peu ici. D'accord, donc on a un problème que je ressortirai peut-être si jamais j'ai le temps de faire un peu plus de travail sur les auto-encodeurs, comme cas particulier des réseaux de neurones. Mais résoudre le problème des auto-encodeurs quand on est sur des transformations linéaires, c'est incroyablement proche de ce qu'on faisait quand on faisait de l'ACP, tout simplement parce qu'on essaie justement, c'est vraiment un problème de réduction de dimension. Et la meilleure réduction de dimension possible que je puisse faire en faisant des transformations linéaires de mes variables, c'est l'ACP. C'est exactement ce que nous raconte tous ces slides que je vous ai écrits, que je ne vais pas lire parce que c'est barbant, mais je pourrais faire mieux. Alors ça pourrait s'appeler de l'analyse, ça existait en statistique, hein, c'est l'analyse en composante principale non linéaire, mais ça correspond aussi à ce que font les auto-encodeurs. Donc les auto-encodeurs sont vraiment très très reliés à cette idée de faire une ACP avec des transformations fonctionnelles. Et voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. Je voulais juste évoquer cette idée d'élargissement de l'ACP. D'accord, donc l'ACP, c'est un outil incroyablement puissant en algèbre linéaire. On peut l'exploiter sur ces problèmes d'analyse de données, de cette sorte de double projection. Mais il faut savoir qu'il y a une extension possible qui consiste à dire pourquoi se restreindre au cas linéaire. C'est ce qu'on va appeler les auto-encodeurs. Ok, je m'arrête là. Je pense que j'ai déjà parlé beaucoup trop dans cette capsule d'analyse aux composantes principales. Donc on va s'arrêter là pour cette semaine, et la semaine prochaine, on pourra attaquer un autre type de problème qui est ce qu'on va appeler l'analyse factorielle des correspondances, l'analyse des correspondances multiples, qui revient à se poser la question de est-ce que je peux faire quelque chose d'équivalent si mes variables ne sont pas continues mais sont catégorielles. Okay, donc la réponse est oui, et en fait on fera une ACP mais un petit peu particulière. À très bientôt.